Hey hey! Bonjour à tous et salut sur la chaîne de la Zik Family pour une nouvelle vidéo. Et ben où est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis dans un camping-car. Un camping-car de Monsieur Tout le Monde. Un modèle que vous pourriez très bien acheter, que vous avez peut-être déjà eu. Ce camping-car, c'est le reflet de ce qu'on trouve en occasion. Et c'est le sujet de la vidéo du jour, c'est... Faites bien attention, attention aux arnaques, parce que ce camping-car dans lequel je me trouve, vous allez le voir dans quelques instants, c'est typiquement le modèle qu'on peut acheter les yeux fermés quand on n'y connaît pas grand-chose. On fait confiance à des factures, à un contrôle technique, à un prix correct en fonction du marché aujourd'hui qui est complètement fou. Et puis on s'aperçoit après qu'on s'est fait avoir. Et que c'est très compliqué de se retourner contre le vendeur, contre le contrôle technique, contre tout le monde, parce que tout est complexe au niveau administratif et tout est fait en France pour rebuter les gens dans ces démarches-là. Donc cette vidéo, elle a uniquement pour but, voilà, de vous mettre en garde et de regarder, de bien regarder avant d'acheter. Ce qui vous évitera les déconvenues du propriétaire de ce modèle, qui tient à garder l'anonymat. C'est un abonné de la chaîne qui, je le remercie, m'a confié le véhicule pour que je puisse vous faire une vidéo d'inspection de fond en comble, pour que vous puissiez voir un petit peu tous les défauts et tout ce que vous pourriez voir vous-même aussi quand vous allez visiter un camping-car que vous voulez acheter. Donc là, on est à bord d'un Ymer, marque réputée, marque allemande, un Ymer Swing. Petite dédicace à Swingy de la chaîne des péripléties. Un Ymer Swing, donc c'était relativement basique chez Ymer à l'époque, de la fin des années 90, début 2000, donc c'est déjà un petit peu âgé. Mais vu les prix du marché actuel, c'est le genre de modèle à capucine comme ça sur Fiat Ducato 2,5 litres TDI qu'on trouve allègrement aux alentours de 15 000 € en ce moment. Ce qui représente malgré tout un bon budget pour une famille qui débute et qui malheureusement après peut très bien se retrouver avec un véhicule qui ne sert à rien puisque complètement impropre à la circulation. Donc Ymer Swing de 1999, Fiat Ducato de X5 TDI, très correct, un bel aspect, on va le voir après, une disposition sympa, vendu par un particulier avec un gros classeur de factures. Bien rangé, par ordre chronologique, plein de contrôles techniques, tout pour mettre en confiance en fait. Je vais vous montrer le contrôle technique qui avait été fait juste avant la vente. Le voilà ici. Ne détaillé en défaillance mineure, un état général du châssis, corrosion gauche-droite. Bon, on sait que là-dessus, les Ducato ont tendance à pas mal se bouffer des soubassements. C'était un point faible. Comme les ancêtres J5, C25, les Ducato de cette génération-là sont même encore plus, limite plus fragiles au niveau structure, puisque c'est pas vraiment de ce qui va se voir, c'est pas des ouvrants que ça va rouiller, une porte, aile, capot, tout ça. C'est vraiment en dessous. Traverse, longeron, berceau, tout ce qui est plus grave en fait structurel. Donc voilà, il mentionnait une corrosion sur le châssis qui, en défaillance mineure, sur un véhicule de cet âge-là, ne met pas spécialement la puce à l'oreille. Ça, c'est le premier point de départ. On va aller voir ensuite réellement ce qu'il en est. Donc là, je vous propose de vous emmener et on va faire la visite du camping-car ensemble. Allez, bye bye, à tout de suite. Bon alors, nous voilà à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Ymer Swing de la série Swing, modèle 544K, 544 pour la longueur, 5,45 m environ. Donc on est sur quelque chose de très compact, surtout comparé à ce qui se fait aujourd'hui. On est finalement plus court qu'un fourgon de la gamme Ducato L3 à 5,99 m. Tout ça dans un encombrement de capucine. On est certes plus large qu'un fourgon, mais en longueur, vous voyez, on est sur un châssis empattement court avec les oreilles du chien. Ouais. Empattement court, ce qui fait qu'on a un porte-à-faux assez long, mais une garde au sol qui est très importante, beaucoup plus que la plupart des véhicules actuels d'ailleurs. Ce qui peut être bien pratique pour les passages un petit peu compliqués en chemin. Donc voilà, le modèle présente plutôt bien. Bon, là, il n'a pas été lavé spécialement pour l'occasion. D'ailleurs, on comprendra que son propriétaire, après la découverte de ce que l'on va voir ensuite, n'est pas forcément le cœur à le frotter de fond en comble.
Bon, quelques coulures là, mais vous voyez, il présente très bien. C'est typiquement le genre de véhicule que vous pourriez trouver là en annonce actuellement, qui inspire confiance à première vue. On voit que les panneaux latéraux sont en bon état, hein, comme je vous l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, mais là on va profiter de celle-ci pour faire un petit rappel. Lumière rasante, et vous regardez la planéité, voir si c'est pas gondolé. Là il est très bien, les cornières sont propres. Bon là on imagine que la grille d'aération qui a été rajoutée là sert à cacher un choc. Important ou pas, on ne sait pas, on aperçoit une petite fracture derrière, mais bon, quand on regarde comme ça un petit peu partout, dans le détail, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de choquant. Bon, le gris est légèrement décoloré, mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à la structure, à la rigidité du camping-car. Tout se tient, il est en autocollant d'origine, donc on se dit que la cabine n'a pas été repeinte. La capucine n'est pas abîmée. La face avant du porteur est correcte. Tous les panneaux sont vraiment en bon état. À première vue, rien de cloche, rien n'est tracassant. Voilà. Hein, donc vous, quand vous faites votre visite, vous pensez bien à regarder tout ça. Alors là, si on se met sur l'arrière, on a quelque chose qui peut attirer le regard. Bon, outre le fait que la grille du frigo est manquante, elle a été perdue en route, elle est en attente, elle est commandée pour en mettre une nouvelle, c'est le pare-choc. Le pare-choc arrière, c'est souvent l'élément qui va prendre le plus sur un camping-car, parce que porte-à-faux important, quand on fait une manœuvre, c'est souvent ce qui vient accrocher, balayer un coin de mur, un piquet de clôture, quoi que ce soit. Donc là on s'aperçoit qu'il a été potentiellement réparé et que cette cornière en bas là, ça peut paraître anodin hein, au premier coup d'œil, mais a légèrement été déplacée. Vous voyez qu'elle est tordue et elle est plus dans la continuité. Donc ça peut être un premier indice, dire attention, vérifions bien. Mais finalement, quand on continue l'examen sans aller se mettre en dessous, on voit que tout est resté correct ici au niveau des assemblages et que malgré son âge, ça présente plutôt bien. Ce qui peut nous inspirer confiance. Donc là, quand on continue notre examen d'achat, donc celui-ci, hein, je fais comme si je l'achetais aujourd'hui, mais vous allez découvrir ce qui fâche après. On va prendre le temps d'ouvrir toutes les trappes, les soutes extérieures. Hop là. Alors pourquoi? Parce que ça va nous permettre de voir, de vérifier si dans les doubles ici, là, les entrées d'eau potentielles, si le plancher est bien ferme. Et par exemple de noter, vous voyez là la porte de soute, on s'aperçoit qu'elle a pris l'humidité par la serrure, potentiellement, puisque là, le bois est complètement pourri, mon doigt s'enfonce, c'est gorgé d'eau. Donc là, en réalité, le panneau sandwich ici, c'est HS, en tout cas, bon, pas forcément la tôle d'alu extérieure, mais vous avez à reprendre tout l'intérieur. Bon, d'ailleurs, on voit bien l'humidité là, tout le long, donc tout est attaqué. D'ailleurs, quand on passe le doigt là, c'est mou également. Donc, dans une visite d'achat, là, il faut se dire qu'on a l'isolation et toute la partie intérieure, donc polystyrène plus le contreplaqué plus l'habillage à refaire au minimum. Donc maintenant à se demander si l'eau n'est pas allée s'infiltrer ailleurs. Donc on continue notre examen comme ça sur tous les portillons. Dans les WC, ça peut être révélateur aussi du bon état de l'entretien du camping-car, vous voyez. Bon, ici potentiellement il n'y a pas de problème. Et on continue comme ça sur tous les ouvrants. Ah, et on a un chien qui se rappelle qu'il est là pour monter la garde. Bon. Et là on va arriver, vous voyez, on arrive au coffre à gaz. Et le coffre à gaz, lui va être un petit peu le... Hop.
l'élément déterminant parce que c'est d'ici que ce camping-car est le plus malade. Je vous commence à vous révéler la vérité. Vous voyez, quand on ouvre là, on s'aperçoit qu'on est sur un coffre en résine, en synthétique. Bon bah ça c'est plutôt pas mal, hein, c'est moulé en un bloc. Sauf que la jonction du panneau sandwich là, latéral, là, donc il y a une coupe qui a été faite. Bon ici, il y a une certaine souplesse parce que d'humidité, parce que la tôle d'alu commence à se piquer. Ça c'est caractéristique. Hein. Donc je vais vous montrer en dessous ce qui s'est passé et vous allez comprendre. Bon donc là on est prêt à passer en dessous. J'ai installé une lampe pour que vous puissiez voir au mieux. Là comme ça voilà, on distingue le tasseau qui fait toute la longueur de la cellule. Donc c'est du bois brut hein, qui a juste été traité avec une peinture marine quand même, mais qui n'a pas résisté. Pourquoi? Parce que c'est certainement soit l'infiltration venue d'en haut par capillarité. Regardez le résultat. Hop là, voilà le tasseau, il est complètement pourri là. Il n'y a plus rien. Voilà, tout se désagrège. On peut tout vider là. Donc d'où l'intérêt de la cale de bois là, qui a vaguement rigidifié au niveau du coffre à gaz. Et donc là, si on s'amusait à mettre le tournevis ici là, et à faire levier, ben on peut écarter tout le panneau de la cellule en fait par le bas, puisqu'il est plus maintenu. Donc ça se refait, hein, forcément tout se refait, mais c'est un petit peu complexe quand même, puisque là on est moisi à cœur et sur une bonne partie, hein, jusque là à peu près. Sans compter que c'est pas fini, puisqu'on va retrouver, hélas, en continuant notre étude, on s'aperçoit que l'arrière est touché aussi. Je vous emmène tout de suite. Donc là, on bascule sous la cellule à l'arrière droit. Hein. Hop. Et voilà. Bon bah là, le résultat hein, parle de lui-même. Les images valent mieux que les mots. Voilà. C'est tout moisi. Il n'y a pas besoin de forcer. Tout l'angle. Donc même le tasseau arrière de la face arrière, la jonction avec l'angle, tout ça, ça s'est séparé. Et regardez. Voilà, là on fait bouger tout le bas. Juste avec un simple petit tournevis plat. Donc une partie du plancher là. Notre fameux tasseau de longueur. Le tasseau de la face arrière. Tout ça, c'est à reprendre. Bon, les bricoleurs diront, ben, ça se refait. Évidemment, hein, tout se refait toujours. Mais là, vous achetez 15 000 € un camping-car que vous pensez propre, qui est passé au contrôle technique, forcément, puisque cette partie-là n'est pas spécialement inspectée, puisque ça n'est pas lié au porteur. Hein. Je rappelle que le contrôle technique ne constate surtout les défauts liés au camion, pas à la cellule d'habitation. Donc là, il vous appartient, vous, en tant qu'acheteur, à aller vous glisser en dessous, à vous contorsionner et à aller tout inspecter. Parce que là, sinon, c'est même pas limite pas du vis caché, puisque c'est visible de tout le monde. Et évidemment, bah, la même chose partout. Hein. Bon, là, j'ai pas prévu d'éclairage, mais il est sain du côté gauche. Voilà. Il est vraiment malade que du côté droit. Côté caniveau. Alors, on peut imaginer, c'est souvent ce que j'ai vu, moi. Hein, le côté des remontées d'eau du bas-côté, justement. Pourtant, il a des bavettes. On dit toujours mettez des bavettes pour éviter justement ce genre de défaut. C'est peut-être ce qui a permis d'en sauver une partie. Mais là, est-ce que c'est le résultat d'un choc ancien, d'une infiltration par le haut qui a stagné en bas? On ne saura pas. Mais en tout cas, le résultat est là sur la partie cellule. Beaucoup de boulot. Et évidemment, pour un camping-car de cet âge à ce prix-là, que vous achetez en tant que novice avec votre petite famille pour partir en vacances ou en week-end, vous n'avez pas forcément prévu ce genre de choses. Voilà, allez, on va repasser à l'extérieur. Bon, je vous reprends avec la partie porteur, puisqu'à la base, finalement, on l'a vu tout à l'heure sur le contrôle technique, ce qui était censé poser un problème, c'était lui, c'était le Fiat Ducato, c'était pas la cellule, hein, elle n'était pas prévue d'être dans cet état-là. Donc, lui, le Ducato en lui-même, il est en bon état apparent, il a les beaux sièges Imer très confortables. Poste de pilotage hein, simple hein, de Ducato de cette époque-là, mais 163 000 km, mais on va le démarrer, hein, le 2,5 litres TDI, il est increvable. Voilà, aucun souci de ce côté-là, la mécanique est fiable. Hein.
Non, là où le bas blesse, c'est, encore une fois, là sur la tôlerie. Donc je vais mettre en place mon petit système et puis je vous montre ça tout de suite parce que ça concerne quasiment tous les Ducato, Peugeot Jumper, Citroën Boxer de cette génération là, hein, donc très représentés. Vous allez comprendre. Donc nous voilà devant le capot ouvert. On va pas rentrer dans les détails de la mécanique, hein, c'est pas le sujet de la vidéo du jour. C'est vraiment là pour vous alerter sur l'état, sur les vérifications carrosserie qui vont vous permettre en 5 minutes de temps devant un véhicule de savoir si vous pouvez aller plus en avant dans votre examen ou si vous pouvez passer à autre chose. Ou du moins négocier le prix si ça en vaut encore la peine. Donc vous voyez côté gauche, on va s'apercevoir là en bas, hop, qu'on a notre longeron qui est de son blanc d'origine. En bon état, là, vu d'en haut, en tout cas, c'est pas abîmé. Et côté passager, ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille immédiatement, c'est qu'on s'aperçoit sous la batterie que le bac à batterie et que le longeron en dessous n'est pas du même blanc. Tout ça, ça a déjà été repris par quelqu'un, repeint vite fait pour cacher certainement de la corrosion, repeint en beige, puisque ça a même débordé sur les faisceaux, sur les boulons. C'est fait un petit peu n'importe comment. Vous voyez, là on aperçoit de la peinture sur l'isolant phonique. On se dit tiens, il y a eu quelque chose. Et pour ça, on va aller vérifier en dessous pour corroborer tout ça. Alors voilà, on s'est encore couché sous le véhicule. Alors oui, un examen attentif, ça nécessite de faire un peu de sport. Donc c'est vrai que quand vous allez visiter un véhicule chez un particulier ou chez un pro, c'est peut-être pas toujours évident, mais pourtant c'est nécessaire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, on s'approche déjà, vous voyez, de la traverse avant. Qui, elle, est pas jolie. Alors, c'est pas une catastrophe, hein. Loin de là, ça c'est plutôt même de la corrosion de surface, bon, un peu avancée, mais avec un bon traitement, ça va. Mais alors, quand on vient là, je vais disposer ma lampe, hop, voilà, vous apercevez là, au bout, on fait la mise au point de l'état du longeron, vu du dessous. Alors c'est compliqué pour moi de vous le pointer au tournevis, mais vous allez le voir, là, ici, voilà, tout ça, c'est bien attaqué. Sur le bas aussi. Donc tout de suite là, pour intervenir de façon propre et durable, il ne s'agit pas juste d'aller donner un coup de peinture, c'est pas très accessible, ça nécessite du démontage, un petit peu de savoir-faire, c'est pas non plus à la portée de tous les bricoleurs. Hein, je sais que certains diront oh non mais ça se refait, mais tout se refait toujours. Mais après, tout le monde n'est pas mécanicien, tout le monde n'a pas un garage à disposition et un savoir-faire qui permet de faire tout ça. D'autant plus, encore une fois, quand on vient d'investir 15 000 € dans son camping-car d'occasion, on n'a pas ces idées-là en tête. Et je vais vous montrer maintenant, on va aller voir derrière, au niveau du berceau moteur, de l'arrière du berceau sous la cabine, puisque c'est pas joli non plus. Et pourtant, c'était qu'en corrosion mineure. Donc là, voilà, nous voilà repassés sous la cabine, en dessous du côté chauffeur, en fait, pour inspecter les bas de caisse. Alors c'est assez moyen là au niveau des supports de cric. C'est pas catastrophique mais c'est très moyen. Là ça commence déjà à être moins chouette la déchirure là. Et surtout là vous voyez au niveau de ça, c'est l'arrière du berceau moteur donc il supporte et le moteur et le train avant. Vous voyez les fixations dans la caisse. Voilà. Je vais poser la lampe. Vous voyez tout ça. Donc il faut imaginer les boulons là, qui sont pris là, tout ça là, ça s'émiette. C'est pas hyper rassurant. Vous voyez. Donc ça passe à un contrôle technique a priori en corrosion mineure soubassement. Donc je sais pas ce qu'ils appellent de la corrosion excessive alors, quand est-ce que ça devient dangereux? Parce que là, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, bah, il fait confiance. Et en fait, on s'aperçoit que la confiance est loin d'être justifiée. Là, le reste, potentiellement, bah, il y a eu des choses qui ont dû être traitées. Des petits points de corrosion, voilà, quand ils ont fait un peu de peinture sous style Blackson. Bon, c'est pas méchant, hein. Vraiment, le point le plus critique, il est là. Mais alors, vous voyez, quand on additionne, quand vous avez vu ici, le support moteur, le bas de caisse,
la traverse avant, le longeron avant, et que vous ajoutez à ça l'état global de la cellule, mais vous vous dites que finalement là pour 15 000 €, qu'est-ce que vous avez acheté? Et ben pas grand chose. Et pourtant on va retourner à l'intérieur et je vais vous montrer quelque chose. Bon, nous voilà revenus dedans. Ce camping-car là, si on se met dans la peau de celui qui va l'acheter, il va rentrer ici là. Il va découvrir ce bel habitacle bien conservé avec une disposition très pratique, avec un grand sofa latéral, une belle dinette, très haute de plafond avec une grande capucine, tout ça dans 5,45 m, c'est plutôt sympa. Donc l'acheteur lambda va regarder tout ça, va dire bah c'est plutôt bien, hein. Ah oui, oui. On va ouvrir des placards, parce que ça on nous l'a appris, on va les regarder un petit peu partout. Dans les angles, tâter les parois, on va s'apercevoir que c'est bien dur, bien rigide. Donc ça, c'est un examen obligatoire. Mais vous voyez, ça ne fait pas tout. Puisque là, d'intérieur, ce camping-car ne présente aucune malfaçon. On s'aperçoit qu'il a sa garniture de plafond d'origine. Que tous les raccords, toutes les finitions sont propres. Les petites lèvres d'habillage, de bordure, tout est en état. Vous voyez, des fois, on a la puce à l'oreille. Mais pas sur celui-ci. Tout est bien conservé partout, bien rigide. Les angles à l'arrière de la cellule, rien ne trahit un défaut quelconque. Il est impeccable. Si on va dans le cabinet de toilette, ben c'est pareil. On a un cabinet de toilette qui est plutôt bien conservé. Bon, toujours attention aux angles, hein, aux joints de bac à douche. Là, partout où l'eau peut s'infiltrer, là on voit que ça a été refait. Peut-être méfiance ici, hein, parce que ça c'est pareil, il y a une infiltration d'eau qui se fait là, tiens, par exemple, qui passe derrière l'habillage et qui s'en va en bas. Après, ça peut très bien ruisseler jusque sur les angles de la cellule et venir abîmer ce qu'on a vu en bas. Tout à fait. Mais bon, voilà, en soi, il présente bien. Vous faites une visite rapide. Hop, on a la lumière, il n'y a rien de choquant. La penderie, c'est pareil. Bon, là, il y a des choses, mais regardez bien au fond, etc. Vous allez soulever les coffres de banquette, évidemment. Mais là, bah, pareil, on constatera rien. Même dans ce coffre-là, là, qui est à l'aplomb de là où c'est abîmé, on voit rien non plus. La capucine, elle, ça semble impeccable. Les finitions sont d'origine, il n'y a pas eu de reprise, pas de cache-misère. Donc on peut très bien imaginer que ce camping-car-là n'a pas été camouflé. Peut-être un contrôleur technique un petit peu sympa, c'est sûr. Mais vendu potentiellement en toute bonne foi par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Bon, on va dire que ça, la cale là, elle n'est pas arrivée là par hasard. Il y a forcément quelqu'un qui l'a mise, ça c'est sûr. Donc il y a eu connaissance du problème quand même. Vous voyez la rigidité globale de... Il n'y a plus rien là. Tout bouge. Bon. Toujours est-il que ça, quand c'est refermé, hop, bah, ça fait illusion. Hein. Je mets au défi qui que ce soit qui n'y connaît pas grand-chose. Viens voir ce joli petit camping-car avec un beau contrôle technique, un classeur de factures, de découvrir quoi que ce soit, puisque on sait très bien que la majeure partie des acheteurs n'inspectent pas en se allongeant en dessous, etc. Et pourtant, vous voyez, c'est bien nécessaire. Encore une fois, hein, ce véhicule, il présente bien. À l'intérieur, rien ne met la puce à l'oreille. Si on ne va pas s'allonger en dessous, bah, on ne découvre pas tout ça. Vous voyez, même une marque sérieuse, hein, avec le temps, tout est possible. Si ça avait été traité à temps, ça, découvert et traité comme il faut, ça n'en serait certainement pas là. Mais personne n'y a jamais touché. Donc là, concrètement, entre les dégâts de la cellule et les dégâts du porteur, eh ben, son propriétaire actuel n'a pas du tout envie de faire les réparations qui sont beaucoup trop onéreuses. Donc maintenant, bah, c'est un camping-car qui est voué soit à être stocké en abri de jardin sur un terrain,
Soit il faut trouver un contrôleur technique sympa qui va accepter de laisser passer la cabine, mais ça j'en doute vraiment. Et puis de toute façon le véhicule est trop dangereux au niveau des attaches du berceau. Donc je vais donc déconseiller formellement à son propriétaire de l'utiliser, hein, puisque on ne sait pas, une rupture pourrait survenir à tout moment et le véhicule n'est pas sain. Donc vous allez me dire, mais ok, mais pourquoi ne pas se retourner contre l'ancien propriétaire? Eh bien parce qu'en fait ce véhicule a été acheté il y a déjà 20 mois, juste avant le deuxième confinement. Et son propriétaire ne l'a quasiment pas utilisé, il est resté stocké à l'abri en plus, hein, donc les infiltrations venaient bien d'avant, donc ça va être compliqué de se lancer dans une procédure. En plus, bon alors, ce qu'il a fait, c'est que juste après l'achat, il a réalisé, bon, il y avait eu le contrôle technique là, hein, je vous l'avais montré. État général du châssis, corrosion. En défaillance majeure, ils avaient mis les phares qui éclairaient mal et l'avertisseur sonore, vous voyez. Donc c'est absolument pas lié à la corrosion, hein. Il a refait ensuite un contrôle technique volontaire qui lui par contre mentionne corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage avant, droit et gauche. Vous voyez, état général du châssis, corrosion. Tout ce qui n'était pas noté sur l'autre. Bon, on pourrait certainement, en se lançant dans une procédure contre le contrôleur technique initial, arriver peut-être à faire quelque chose, mais son propriétaire ne veut pas. Là. Il est pas dégoûté, mais en tout cas, voilà, un peu désabusé de tout ça, il voudrait passer à autre chose. Donc, on va pas se lancer dans des grandes procédures, mais vous voyez, en tout cas, voilà, la vidéo a eu pour but de vous montrer de façon presque exhaustive les défauts sur un véhicule, sur un camping-car. Donc à vous de jouer maintenant quand vous allez voir pour acheter. Si vous avez déjà acheté, allez vérifier le vôtre, en espérant qu'il n'y ait pas de déconvenus, parce que il y en a beaucoup plus que ce qu'on ne croit qui ont été infiltrés. Malheureusement, c'est vraiment le fléau des camping-cars. Voilà. Bon, en espérant que cette vidéo vous a plu, un petit peu longue, un petit peu détaillée, je sais, des fois vous aimez que ça soit rapide, mais on ne peut pas donner une somme d'informations précises en 3 minutes. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos astuces ou vos suggestions pour de futurs sujets. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.